Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette table ronde organisée dans le cadre des Journées de l'économie autrement. On aurait dû être à Dijon, mais on est chacun chez soi, donc c'est un peu dommage. On ne pourra pas profiter de cette belle ville et du Palais des Ducs de Bourgogne, ni du très bon Bourgogne blanc qui est généralement servi après cette table ronde. Et voilà, on espère qu'on se rattrapera l'an prochain. En tout cas, bienvenue sur ce débat autour des questions d'organisation et de conditions de travail à partir des leçons qu'on peut tirer de la crise sanitaire. Cédric, si tu m'entends, si tu peux passer, je vais faire un peu de promo. Donc moi, je m'appelle François Deriot et je suis rédacteur en chef du magazine Santé et Travail. Normalement, vous allez avoir apparaître justement, on a fait un numéro spécial autour des leçons à tirer du Covid. Voilà, le travail chamboulé pour le meilleur. Quand on a fait ce numéro, c'était au deuxième trimestre, donc c'est un numéro qu'on a fait entièrement confiné, mais on a fait pas mal d'enquêtes auprès des intervenants, auprès des salariés. On en a profité, que les gens pouvaient nous répondre au moins au téléphone, et on a tiré un certain nombre de leçons en termes sur le travail par rapport à comment ça s'était passé au sein de la crise. Et c'est comme ça qu'on a tiré ce numéro, le travail chamboulé. La première leçon, c'est que, évidemment, alors que le quinquennat de Macron avait beaucoup démarré en mettant l'accent sur les premiers de cordée, donc ces gens qui font soi-disant avancer la France, on est passé évidemment très vite avec cette crise aux premiers de corvée. C'est-à-dire, on a bien vu que les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi les caissières, les agents de sécurité, les policiers et d'autres étaient quand même indispensables pour que le pays puisse continuer de survivre dans une grande question de pandémie, alors que ces gens n'étaient pas forcément protégés pour aller au front, si vous me permettez l'expression. Et donc, ça pose la question de leurs propres conditions de travail. Malheureusement, juste après, alors on les a beaucoup applaudis le soir à 20h, c'est bien, mais juste après la crise, ils sont retournés à leur quotidien et la question de leurs conditions de travail reste entière. Le deuxième gros changement qu'il y a eu, c'est que pendant 2 mois, et malheureusement ça a continué, ou heureusement, je ne sais pas, on verra dans la suite du débat par la suite, c'est la question du télétravail, puisque un quart de la France s'est retrouvé en télétravail pendant 2 mois, puis ensuite, pour certains, continué, puis ensuite c'est revenu dans la période la plus récente. Simplement, la question du télétravail, on ne s'assoit pas simplement dans son salon, devant son ordinateur portable. Les problèmes du travail, les contraintes du travail, les exagérations du travail, elles se transforment très vite en exagération du télétravail. Et donc, ça repose toute la question de l'organisation, ça pose la question de la démocratie du travail, et c'est ça qu'on verra aussi dans ce séminaire ou ce débat. Et puis enfin, pour terminer sur une note qui se voulait positive, c'est que on a entendu, nous, dans nos enquêtes qu'on a faites, notamment à l'hôpital, des gens qui nous ont dit c'était très dur, on en a beaucoup bavé, l'hôpital c'était quand même quelque chose qui était déjà au bord du gouffre avant la pandémie, mais curieusement, on en retire quand même quelque chose de positif parce qu'on n'a jamais aussi bien travaillé. On a pu reprendre pendant un temps la main sur le travail, et ça nous a procuré quand même, on a retrouvé le sens du métier, le sens du travail, et ça n'a quand même pas été une période si négative que ça. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut essayer de voir, c'est comment on essaye de continuer ce qui s'est passé. Est-ce que c'est possible? À quelles conditions ça peut marcher? Cette question de reprendre la main sur le travail qui est ressortie de la pandémie. Alors, avec nous pour préparer et pour causer, on a 4 intervenants. Donc, je vais commencer par Julien Luçon, qui est analyste du travail, qui travaille dans un cabinet d'intervenants auprès des CSE et des CHSCT. Et puis, sur un plan militant, il est dans l'équipe d'animation des ateliers qui s'appelle Travail et démocratie. Donc, c'est une association qui essaie justement de se poser cette question de quelle démocratie au sein du travail. Quelle démocratie du travail, voilà. Ensuite, j'ai Lisa Ribaud, qui est de la Fédération des mutuelles de France, qui est chargée de mission, qui s'intéresse à ces questions de santé au travail. Et je précise que les mutuelles de France ont créé notamment des mutuelles souffrance et travail qui accueillent des salariés. On verra un petit peu comment ça peut s'illustrer. Qu'est-ce que ça peut être justement que des contrats de protection sociale complémentaires
qui inclut ces questions de santé au travail ou de souffrance au travail. Laurence Théry, qui est directrice de l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail des Hauts-de-France. Laurence, qui a coordonné un ouvrage collectif aux éditions La Découverte en 2010, ça s'appelait déjà à l'époque le travail intenable, et on verra avec elle notamment tout ce qu'on peut tirer sur ces questions de démocratie du travail ou quelles leçons on peut en tirer. Et puis enfin Cécilia de la Garza, qui est ergonome, qui a aussi des problèmes de connexion, donc ça va être un peu rock'n'roll, d'autant plus qu'on va commencer par elle. Tu peux sourire, Cécilia, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Donc, elle est ergonome et chercheur à EDF au sein de la direction recherche et développement, et elle est professeure en ergonomie associée au CNAM. Voilà. Et elle s'intéresse aux questions de gestion de crise. Et justement, elle va nous raconter un peu son expérience, puisqu'elle a mené avec un collègue une enquête auprès des soignants de la Pitié-Salpêtrière pour justement quelles leçons on peut tirer de cette crise. Alors, j'aurais terminé, avant de passer la parole à Cécilia, je voudrais vous rappeler un peu comment ça va se passer. Actuellement, il y a 38 personnes qui sont connectées pour 95 qui étaient inscrits, donc c'est plutôt pas mal pour un samedi matin en fin de matinée. Vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, si vous allez en haut, vous voyez questions, donc vous pouvez poser des questions. Et puis, pour ceux qui souhaitent faire plutôt des interventions, des questions, eh bien, on a la possibilité de vous faire monter sur scène. J'espère que ça marchera. Monter sur scène pour qu'on vous voit à l'écran, pour que tout le monde puisse vous voir si vous voulez faire une intervention. Voilà. Alors, on va procéder de la façon suivante. Cécilia, t'es plus là, donc ça, c'est un problème vu qu'on commence par toi. Ben, on va commencer par Julien, on va s'adapter, c'est les conditions du direct. Je suis désolé, Julien. Tu vas nous parler justement, puisque au sein des ateliers Travail et démocratie, vous avez mené une petite réunion, c'était juste avant le confinement, le numéro 2, vous avez réuni un certain nombre de soignants pour essayer de voir comment on pouvait refonder l'hôpital public en tenant compte justement du travail des soignants. Donc, chacun va pouvoir s'exprimer pendant 5 minutes, chacun des intervenants, mais entre chaque intervention, si vous avez des questions dans la salle, vous pourrez les poser et puis chacun y répondra. Et ensuite, on passera à l'intervenant suivant, puis après, on fera un débat général. Voilà. Et on est là jusqu'à 12h45. Julien, en attendant que Cécilia puisse se recontacter le séminaire. Julien, c'est à vous. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci François. Donc je précise effectivement, moi je parle ici en tant que membre du collectif des ateliers Travail et démocratie. Bon, c'est un collectif, j'en dis juste un petit mot rapidement, qui vise à affirmer le travail comme une grande question politique en fait. L'idée, alors on aborde le travail du point de vue de l'activité, c'est-à-dire ce qu'on y fait, la façon dont on fait le travail, et puis en même temps ce que le travail en fait nous fait, quel que soit le métier dans lequel on est inscrit, quel que soit le statut que l'on occupe, avec l'idée aussi que ce qu'on fait dans le travail et ce que le travail nous fait, ça contribue beaucoup finalement à influencer la société. Et pourtant, cette question du travail, de ce qu'on y fait, ça ne fait pas l'objet de discussion, ça fait assez peu l'objet de l'attention, notamment dans le débat public. On partage assez peu finalement sur ce qui s'y fait et ce qui s'y joue. Et il nous semble que ce n'est plus possible de passer, disons, outre cette dimension, compte tenu précisément de ce que aujourd'hui les formes d'organisation du travail et d'une certaine manière plus globalement le système néolibéral produit du point de vue de la casse des collectifs de travail, de la perte de sens du travail, des difficultés et en particulier de la montée des pathologies. Donc il y a un enjeu véritablement à se ressaisir du travail vivant comme d'une grande question politique. Et d'ailleurs, c'est exprimé en grande partie par beaucoup de mouvements, même si ce n'est pas porté en tant que tel, par plusieurs mouvements, et ça a été particulièrement le cas ces dernières années dans l'hôpital, puisque c'est pour faire le lien avec cette question. Il y a eu des mouvements sociaux très importants dans l'hôpital, dans différentes dimensions d'ailleurs hospitalières, que ce soit du côté de ce que les professionnels appellent le somatique, sur les 2 dernières années, avec les mouvements de grève dans les hôpitaux, les mouvements de mobilisation, incarnés notamment au-delà des organisations syndicales, par des collectifs nouveaux, notamment le collectif Interurgence pour les paramédicaux du côté des urgences et par le collectif Interhôpitaux. Et du côté, par exemple, de la psychiatrie, il y a des mouvements également extrêmement importants qui sont mis
en œuvre par des professionnels, en particulier porteurs d'une vision professionnelle ancrée dans la psychiatrie institutionnelle. Et je pense notamment au printemps de la psychiatrie et en partie aussi à des mouvements qui s'étaient inscrits dans l'appel des appels, par exemple. Donc, ça fait quelques années qu'il y a des mouvements dans l'hôpital qui interpellent sur les questions de travail, mais également sur les problématiques salariales, sur des problématiques aussi, d'une certaine façon, au fond, sur le rapport finalement aux patients. Donc c'est le travail du point de vue du rapport aux patients dans des conditions qui deviennent de plus en plus intenables. Hein, et ça fait l'objet des interpellations. Et alors l'initiative à laquelle on s'est associé, pas qu'on a prise, mais à laquelle on s'est associé avec les ateliers Travail et démocratie, c'est une initiative qui est partie justement de l'idée qu'il y avait besoin de construire un espace partagé entre tous ces mouvements, que je viens d'évoquer, le CIU, le CIH, le printemps de la psychiatrie, avec d'autres acteurs, dont les ateliers Travail et démocratie, mais également les économistes atterrés et d'autres encore que j'oublie, pour essayer de reconstruire une pensée sur ce que pourrait être finalement la refondation d'un service public hospitalier à partir précisément de l'expérience des professionnels. Et on a initié donc un mouvement, on essaye de construire un mouvement qui rassemble énormément de professionnels de différents endroits, géographiquement parlant et professionnellement parlant, pour essayer de s'inscrire dans cette dynamique. Alors là, on a effectivement organisé une première réunion le 10 octobre dernier à Paris, enfin à Montreuil plus exactement, et qui a réuni plus de 100 professionnels issus de différents établissements. Et ce qu'on a essayé de travailler, c'est précisément de repartir de la crise du Covid, comme le disait François, pour voir un peu ce qui s'était joué dans cette crise du Covid, du point de vue du rapport au travail et des organisations. Alors effectivement, ce que évoquait François, on le retrouve, mais il n'y a pas que ça. Il y a une grande diversité finalement de situations. Il y a un commun finalement entre les professionnels pour dire que avant cette crise, la situation était extrêmement dégradée. Et un des facteurs de dégradation qui revient souvent, qui revient très fréquemment, c'est la problématique du rapport à la gestion des hôpitaux aujourd'hui. Quels que soient les domaines concernés. Il y a une problématique qui se retrouve du coup du côté des professionnels dans l'expression d'une très grande difficulté à faire son travail. On a le sentiment à l'écoute des professionnels que faire son travail, ça expose au besoin de travailler son activité propre, de soins, dirigés selon le service qu'on fait en fonction de la patientèle. Mais ça consiste également, on est très occupé à essayer de trouver des moyens de contourner finalement les contraintes que l'organisation pose pour réaliser le travail. Et il y a une charge cognitive de ce point de vue-là et un épuisement aussi professionnel qui se joue dans cette affaire. Et il se trouve que la période du Covid, pour certains, a été un facteur de bouleversement complet de cette situation, parce qu'on a retrouvé effectivement des exemples, comme ce qu'a évoqué François tout à l'heure, dans certains services, certains hôpitaux, d'un recul complet de l'administration et de professionnels de soins qui ont eu toutes les latitudes pour reprendre la main sur leur travail, c'est-à-dire se réorganiser comme ils l'entendaient, qui ont même pu disposer de moyens supplémentaires que l'administration parfois a mis à leur disposition sans barguigner, donc qui ont eu du personnel en plus, qui ont pu faire revenir des personnes, y compris sur des activités de type activités de ménage, de cuisine, qui sont habituellement prestées, mais dans des conditions qui ne permettent pas véritablement un travail de qualité et qui là pouvaient être réinternalisés, repris en charge, et des professionnels qui ont pu travailler tous ensemble dans une logique très coopérative, avec ce qui était souligné, une confrontation à une question vis-à-vis de laquelle tout le monde était à égalité, parce que de fait, tout le monde était à même niveau de méconnaissance finalement de cette nouvelle maladie. Et donc, une situation qui a été complètement bouleversée, qui a été vécue, là, pour le coup, comme une respiration. Les professionnels parlent de respiration, de reprise en main du travail, en parlent comme une période qui a été extrêmement éprouvante et très difficile, mais en même temps dans laquelle ils ont pu retrouver du sens. Donc ça, c'est une expérience. Mais il y a eu d'autres situations dans lesquelles ça ne s'est pas joué comme ça, en particulier là où les collectifs étaient déjà très affaiblis, et où l'administration des hôpitaux, par exemple, n'a pas voulu réorganiser ou jouer le jeu d'une réorganisation, et au contraire, jouer le jeu plutôt de la maîtrise. On l'a eu le cas dans un CHU, je ne le donne pas parce que je ne sais pas si je pourrais le citer en tant que tel, mais un CHU, un médecin qui disait, un praticien hospitalier qui disait, chez nous, la réorganisation des services
par rapport au Covid a été organisée uniquement à huis clos entre le chef des services réanimation et l'administration de l'hôpital en lien avec l'ARS. Et alors, tous les professionnels ont été laissés à l'écart. Ça a donné des choses comme des réorganisations d'ailes du bâtiment sans considération pour le travail. Donc, on avait déployé des lits qui ne pouvaient pas entrer dans les locaux dans lesquels ils avaient pensé qu'ils pouvaient être installés. Donc, des patients qui pouvaient se retrouver dans les couloirs. Et puis, une désorganisation assez complète, finalement, des services. Et surtout, des professionnels, du coup, très en colère parce qu'ils avaient le sentiment d'être à nouveau très méprisés quant à leur savoir, quant à leur expérience dans cet épisode-là. Donc ça s'est assez mal passé. Il y a plutôt une logique très verticale, très autoritaire. Dans d'autres endroits comme la psychiatrie, les situations étaient très différentes parce que dans ces endroits-là, le confinement, c'était clairement le synonyme de stopper les soins vis-à-vis d'une patientèle qui avait, elle, besoin d'une continuité de soins. Et donc, les professionnels se sont trouvés à devoir s'organiser pour essayer de trouver des moyens, finalement, de réaffirmer le besoin de présence. Voilà. Donc, voilà, une diversité de situations. Ce qui est intéressant, c'est, pour synthétiser rapidement cette expérience de cette rencontre, qui va donner lieu à une prochaine rencontre à Marseille en janvier, c'est que d'une certaine façon, on a eu affaire à des professionnels qui ont pris ont trouvé très intéressant, en tout cas, de confronter leurs expériences. Ça permettait de mettre l'accent véritablement sur la diversité des situations, en même temps ce qui peut faire commun. Et on a affaire quand même à des mouvements qui sont quand même qui ont besoin d'un décloisonnement, qui ont besoin de confronter finalement les expériences. Beaucoup ont dit que cette confrontation était aussi finalement l'occasion d'un échange de pratiques qui manque désespérément à l'hôpital. Il n'y a plus d'espace d'échange, il n'y a plus d'espace de discussion autour du travail, de ce que l'on fait au quotidien. Et donc, il n'y a pas d'espace pour penser à notre fonctionnement. Et donc, du coup, cet espace qu'on essaye de construire est un espace qui, en ce sens, peut permettre éventuellement d'élaborer des perspectives. En tout cas, c'est la perspective qu'on se donne dans une logique qui ne consiste pas à dire qu'on a élaboré en amont un programme tout fait auquel on va demander aux gens d'adhérer, mais plutôt dans une logique de remettre du mouvement entre les travailleurs, y compris de l'hôpital, tout niveau confondu, tout statut confondu, et des personnes, des usagers, des patients qui sont des soignés, qui ont aussi leur mot à dire sur le système de santé, de façon à essayer d'avancer finalement sur des pistes qui pourraient être portées ensuite, plus tard, institutionnellement. On verra ce qu'il en sera. On est dans un processus à état final non connu d'avance, mais qui est en tant que tel une expérience extrêmement intéressante. Merci Julien. Alors, je me tourne vers le public, les 39 ou 40 personnes que vous êtes maintenant. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à l'intervention de Julien Luçon? Donc, vous avez en haut à gauche de l'écran, vous avez chat, questions, sondages, participants. Donc, si vous avez des questions à poser, il faudrait les poser par écrit. Éventuellement, on peut vous faire monter sur scène. Voilà. Je ne vois pas s'il y a des questions apparaître. Non. Aucune question. Il faut qu'il y en ait un qui se lance quand même. Sinon, je passe la parole. Est-ce que Cécilia, tu m'entends? Est-ce que tu es là? Il faudrait maintenant, tu peux peut-être allumer ton micro. Voilà. Donc, on ne te voit pas, mais tu as décidé de couper ta caméra pour gagner en bande passante, ce qui est une bonne chose. Voilà. Ce que je te propose, c'est d'intervenir parce que ton intervention va compléter un peu celle de Julien Luçon, puisqu'on va rester sur la question de l'hôpital encore avec tes propos et avec l'enquête que vous avez menée avec un de tes collègues auprès de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, plus exactement du très gros service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière. Cécilia, c'est à toi pour 5 minutes. Merci François. Essaye de parler fort parce qu'on t'entend très loin. Là, vous m'entendez? Oui. Là, vous m'entendez bien? Oui, là, on t'entend bien. Très bien. Bon, désolé, hein, mais donc vous verrez éventuellement ma photo, peut-être. Mais oui, on voit ta photo. Voilà. On a ce plaisir. Voilà, il vaut mieux que je puisse quand même vous parler. Ce serait bien dommage. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, cette étude est un petit peu particulière parce qu'elle a été lancée au mois d'avril. Elle s'est faite uniquement à partir d'entretiens, entre une quarantaine d'entretiens par téléphone, parce que c'était vraiment pendant le mois d'avril et mai quand on était confinés.
et avec différents personnels, pas uniquement services de réanimation, mais urgences et des administratifs et des médecins qui étaient impliqués dans la cellule de crise. Et des cadres de santé, je crois aussi, non? Cadres de santé, voilà, c'est assez varié. Ce qui est effectivement là où je rejoins Julien, c'est que cette crise a été l'occasion d'une mobilisation collective exemplaire de tous les personnels. Donc là, je parle vraiment pour la pitié, hein, de tous les personnels, aussi bien administratifs que soignants, médecins, vraiment tous les personnels. Ils ont repris, pour les personnels soignants, ils ont repris la main sur leurs activités. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire leur travail, s'occuper des patients, pas dans des conditions, je dirais, idéales au début, parce qu'il y a eu quand même des soucis avec des respirateurs, des masques, etc. Mais petit à petit, ils ont effectivement, ils disaient, on pourrait demander une Porsche et on aurait une Porsche. Ils avaient tout de suite tout ce qu'ils demandaient pour travailler. Malgré les débuts difficiles. Et donc, oui, ça a redonné un sens à leur travail, ça a redonné beaucoup de solidarité entre les personnels, avec un pilotage d'une cellule de crise vraiment attentif, parce qu'en fait, les personnes qui font partie de la cellule de crise, ce sont des médecins, des chefs de service, donc qui connaissent le travail, qui connaissent les exigences de ces activités diverses et variées que sont les soins, et donc qui ont été attentifs, donc qui prenaient des décisions, mais ces décisions étaient prises d'un mode collégial, on va dire, avec des groupes de travail. Donc c'est des choses intéressantes qui pourraient être continuées, par exemple tous ces groupes de travail qui associaient différents personnels soignants. Avec aussi au fur et à mesure une reconnaissance de compétences spécifiques, hein, puisque ils le savaient que infirmière en réanimation, ça s'improvise pas, mais c'est une compétence qui n'est pas reconnue officiellement. Et cela a nécessité la mise en place de formations pour des personnels qui arrivaient, des volontaires ou des gens qu'ils allaient chercher à gauche, à droite, des formations de jour, qui étaient prises en charge ensuite par les infirmières de la Pitié-Salpêtrière et qui se sont réorganisées pour pouvoir faire face à cette vague. Des adaptations structurelles très importantes, puisqu'effectivement, l'hôpital, évidemment, il part pas de rien, hein. Il y avait quand même une anticipation, hein. Il y a un plan blanc, donc un dispositif ORSAN, organisation de réponse sanitaire en situation exceptionnelle, et en particulier face à un risque biologique. Donc il y a des choses qui existaient, et donc après, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, on fait du tout Covid. Ça veut dire quoi, faire du tout Covid? Donc ça veut dire oui, fermer des services. Comme disait Julien, oui, certains ont repris la main sur leur travail, d'autres l'ont un peu perdu parce qu'il a fallu fermer des services pour faire du tout Covid. Très vite monter des services en 2-3 jours, donc ça aussi c'était une grande première, une mobilisation de tout le monde, et puis un redéploiement des compétences, parce que là où on a fermé des services, on a du personnel qui ne pouvait pas faire ce qu'il voulait faire, donc qui est venu prêter main forte. Donc une mobilisation, comme je disais, collective avec des personnes qui n'avaient jamais travaillé ensemble, et une découverte des contraintes et des exigences de l'activité de l'autre. Donc, ce qui, dans un futur, tout le monde dit, enfin, les personnes qu'on a eues en entretien, que ça facilitera les conditions de travail dans tous les cas. Donc, cet hôpital aussi, il faut bien avoir en tête qu'il part pas de rien, comme je disais. Il y a des choses qui ont été anticipées. Heureusement, hein, ça fait partie d'une résilience organisationnelle. Et puis, il y a des choses qui sont construites au fur et à mesure, puisque quand on parle des urgences, quand on parle des services de réanimation, c'est des personnes qui ont l'habitude de gérer des crises.
c'est leur quotidien d'une certaine manière. Et donc, c'est ça aussi qui a facilité la mise en place d'innovation, d'adaptation rapide, de faire face à cette évolution constante des protocoles au début, des protocoles de nettoyage, de protocoles de soins face à ce virus qu'on ne connaissait pas. Et même si on a l'expérience, heureusement, à l'hôpital des virus, on a beaucoup de savoir-faire. Ben, il a fallu tester, faire des choses par essai-erreur, etc. Donc, c'est cette capacité d'adaptation avec cette expertise de gestion de crise qui a permis aussi de faire face à cette crise, une espèce de plasticité cognitive et organisationnelle qui caractérise l'hôpital. Néanmoins, c'est une crise. Et une crise, il y a des renoncements, comme je disais, il y a des services qui ne pouvaient plus assurer leurs services, leurs soins, pardon. Et donc ça, ils étaient très conscients, et tous les personnels qu'on a eu au téléphone étaient très conscients de ces renoncements, et ils savaient que derrière cette crise, il y aurait peut-être d'autres crises, parce que dans quel état on va récupérer les malades. Donc c'est une crise, voilà, il y a toujours des renoncements. Il y a toujours aussi des situations anxiogènes. Donc là, je ne sais pas si vous avez lu, il y a 2 jours, il me semble, un article dans Le Monde qui explique qu'actuellement, oui, on a des personnels soignants qui sont pas en bon état, hein, qui sont très fatigués, qui font des burn-out, qui font des dépressions, parce que cette crise en plus elle est très longue, et que donc du coup il y a. Et elle arrive en plus à un moment où déjà les personnels étaient épuisés quand même. C'est une crise qui arrive en pleine crise pour l'hôpital, oui. Qui dure, elle, depuis longtemps. Crises qui durent, le personnel avait déjà une charge de travail très importante, et même si on leur a donné tous les moyens dont ils avaient besoin, la charge de travail, elle a été très importante pendant cette première vague. Pas le temps de récupérer avant l'arrivée de la deuxième vague. Et donc là, ça pose de nouvelles questions en termes de santé de ces personnels qui cumulent charge de travail, et qui cumulent aussi, il y a eu, comme je disais, des périodes très anxiogènes parce qu'on ne connaissait pas ce virus. Il y a des personnels qui tombaient malades, qui voyaient que c'était grave, donc qui ne voulaient plus rentrer chez eux, dans leur famille, enfin qui s'isolaient, qui ne savaient pas trop comment gérer ça. Une émotion aussi très forte, parce qu'il a fallu gérer les familles, c'est-à-dire qu'au début, les familles ne pouvaient plus aller à l'hôpital pour dire au revoir à leurs proches. Donc, c'était des choses inattendues auxquelles ils n'étaient absolument pas habitués, et qu'il a fallu aussi gérer. Et donc, une maladie qui est quand même compliquée, qui est très exigeante en termes de ressources, chronophage. Donc, on a beaucoup parlé, hein, pour quand on a un patient intubé, il faut 4, 5, 6 personnes pour pouvoir le déplacer, le bouger. Et ça, il faut le faire plusieurs fois par jour, avec une amélioration qui est très lente, des morts, des décès. Donc, il disait, par exemple, on ne voit pas les bénéfices des actions. Donc, c'est très frustrant, et ça joue aussi sur l'émotion, sur la fatigue psychologique. Et c'était du tout Covid, et c'était du tout Covid tout le temps. Et alors que dans leur activité habituelle, c'est pas du tout Covid, ils ont des malades différents, et qui ne restent pas 2, 3, 4 semaines. Voilà. Il faudrait terminer, Cécilia. Donc voilà, oui, je vais conclure. Donc la crise, elle était déjà là. Ce n'est pas qu'une question de moyens. On a vu que y a des choses peut-être sur lesquelles on peut réfléchir, hein, pour la réforme de l'hôpital. Comme je rejoins Julien sur cette idée d'espace d'échange ici, avec des groupes de travail qui sont continués pour la préparation de la deuxième vague, qui sont toujours là, et qui devraient être des espaces pour voir effectivement comment on peut améliorer les choses. C'est pas qu'une question de moyens, c'est pas qu'une question
de moyens, d'argent. Il y a beaucoup d'autres choses autour de Mais la il y a quand même une question reconnaissance. de manque de personnel, au-delà des questions de C'est ça. moyens matériels, Voilà, etc. On c'est est quand ça, même sur c'est une ça. question de… Parce que derrière le mot fermeture de lit, ce qu'on a entendu à la fois de la part des soignants et des collectifs de soignants qu'a cité Julien tout à l'heure, il y a quand même aussi l'absence de personnel. On a bien vu, par exemple, que Tout à fait. même à la Pitié-Salpêtrière, on disait, le DGS, le directeur général de la santé ou le ministre de la Santé annonçait l'armement, comme il disait, de 10 000 lits. Mais en même temps, on savait que c'était pas le tout d'armer des lits avec des respirateurs. Non, Il faut aussi du personnel hyper qualifié pour le faire fonctionner et qu'on ne Voilà. l'avait pas. Et donc, ça Non. rajoutait du stress pour les gens, par exemple, qui arrivaient, qui n'étaient pas formés, ça s'est vu. Tout à fait. Et du stress à la fois pour eux qui ne savaient pas trop quoi faire et du stress pour leurs collègues qui, eux, savaient faire et qui devaient passer encore plus de temps pour les former. C'est ça, ça rajoute une charge de travail, ça a rajouté une charge de travail. Donc oui, il y a une réflexion à mener autour de la reconnaissance des activités, des exigences, des spécialités. Et puis aussi cette idée de réfléchir autour des rapprochements des métiers pour la qualité des soins. Pour faire la coopération entre les métiers. C'est ça, coopération entre les métiers, puisque c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils continuent à faire, il faut qu'ils gèrent le Covid plus et le Covid neg, comme ils disent, et donc il a fallu mutualiser des moyens pour faire face à ces contraintes. Et donc c'était des choses aussi sur lesquelles on peut réfléchir. Bon, je m'arrêterai là. Merci Cécilia. Alors, je vois dans les remarques, alors personne n'utilise les questions, mais par contre, le public utilise le chat. C'est pas plus mal finalement. Je vois une remarque de Delphine Bonnet que je salue au passage, qui dit « Cela parle aussi de la capacité des personnes à améliorer les choses et à apprendre collectivement ». Donc ça, c'est un peu ce que vous disiez, Julien, sur justement le fait de pouvoir discuter collectivement du travail. Vous voulez préciser des choses par rapport à ça en allumant ton micro, Julien. Ouais. Non, mais Cécilia a dit beaucoup de choses, effectivement, dans lesquelles moi j'ai le sentiment de réentendre un peu ce qu'ont dit les professionnels qu'on a pu rencontrer dans le cadre de l'espace en question. Il y a à l'évidence beaucoup de réflexion et beaucoup de capacité à penser l'amélioration des situations. Il y a eu à l'évidence des expériences qui ont montré que la mobilisation collective a permis de restaurer finalement une capacité de faire dans lesquelles les professionnels se retrouvent bien davantage qu'habituellement. Donc effectivement, il y a cette dimension-là, elle est interrogée en tant que ressource pour une transformation. Alors moi, je l'évoque d'une manière très générale parce qu'on a eu plein de cas très différents et malheureusement, j'ai pas le temps de déployer tous ces différents cas. Mais il me semble que cette capacité effectivement des personnels à améliorer les choses, elle est évidente, à condition de les entendre. Alors le problème, c'est que une des difficultés majeures sur l'ensemble des services hospitaliers ou des établissements qu'on a pu entendre nous de notre côté, avec qui on travaille, c'est que d'une certaine façon, il y a cette entente, l'écoute n'est pas là. Voilà. Il y a un désarroi assez majeur aujourd'hui à l'issue. Il y avait un désarroi à l'issue, en tout cas, du premier confinement dont il a été fait état, puisque le retour, l'après-confinement a été ce que les professionnels ont appelé un retour à la normale, mais pas à entendre comme la normale, mais L'. Beaucoup ont été extrêmement secoués de se rendre compte que le retour après confinement, on en revient aux pratiques habituelles. Voilà. Avec des professionnels qui sont relégués à nouveau dans les décisions qui sont prises dans les établissements, et puis surtout un certain nombre de revendications qui sont portées, qui ne sont pas du tout écoutées. Je rappelle que le gouvernement prévoit encore dans son plan hospitalier des fermetures de lits, des réductions de personnel, tout en disant qu'il a entendu les professionnels, et ça joue énormément dans le désarroi et la colère des professionnels. Et donc ça vient aussi en partie disons, biaiser la possibilité d'un travail, disons, collectif autour de comment penser finalement l'amélioration des choses. Parce qu'on est très occupé à faire face à des attaques, d'une certaine manière, et ça prend du temps au lieu de travailler justement à comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses si on tenait compte des professionnels dans les circonstances dans lesquelles ils sont placés. Donc il y a quelque chose là d'une maltraitance, en tout cas dans ce qui est entendu,
d'une maltraitance et puis d'une certaine façon d'une conflictualité majeure dont il va falloir peut-être parler. Voilà. Oui, je vois dans le chat là à côté plusieurs personnes qui disent est-ce que ce qu'on voit à l'hôpital, c'est des choses qu'on peut retrouver ailleurs, dans les grandes surfaces, chez les caissières, enfin dans beaucoup de branches de services, on va dire. Est-ce que, par exemple, les histoires de coopération ou au contraire les histoires de mise en retrait de la hiérarchie, c'est quelque chose que vous constatez dans d'autres secteurs pour ce participant-là, Rémi Guilloux ou d'autres? Il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là. Qui veut répondre? Julien, Cécilia, Laurence, tu veux dire un mot? Laurence Théry. Oui, c'est vrai que le retrait de la hiérarchie a pu être observé lors du premier confinement. Dans certains secteurs, la logistique notamment, l'organisation. Oui, là, je vois une question aussi autour des EHPAD, des aides à domicile, parce que des gens qui ont été confrontés aussi aux mêmes difficultés, dont on a sans doute moins parlé que les soignants à l'hôpital. Laurence. Voilà, pour les autres secteurs, oui, il y a pu y avoir, pendant le premier confinement, un recul de la hiérarchie qui était à distance et donc qui a laissé une opportunité aux salariés de s'auto-organiser, de prendre des initiatives, de développer des compétences qui jusque-là n'étaient pas mobilisées. Ce qu'on peut observer, c'est que dès l'été, dès septembre, il y avait quand même une reprise en main de la hiérarchie sur ces initiatives, sans toutefois que ce soit accompagné d'une reconnaissance du travail accompli pendant le confinement, reconnaissance matérielle ou symbolique, ou même des reconnaissances en termes d'évolution professionnelle liées aux compétences qui ont été mobilisées et qui n'ont pas été ensuite je veux dire, prolongé dans la suite. Donc oui, ça s'est vite refermé quand même. Et, oui, ça n'aura été qu'une parenthèse, quoi. C'est à craindre que dans beaucoup de secteurs, oui, ça n'a été qu'une parenthèse et qui laisse beaucoup d'amertume aux salariés. Et sur les EHPAD, la situation a été aussi très, très contrastée, variée. Hétérogène. On a eu des EHPAD qui se sont aussi auto-organisés dans une forme d'aplatissement de la hiérarchie où tout le monde contribuait finalement à l'organisation, à l'optimisation de l'organisation, au soutien social, à la mobilisation collective. Et puis on a aussi des situations très très contraignantes dans le travail pour l'activité de soins et avec des difficultés aussi liées à l'absentéisme qui a pu remonter liées à la période et aux tensions qui en ont résulté dans une organisation qui n'était pas co-construite avec les professionnels. François, si je peux juste ajouter un mot. Oui, je t'en prie. Dans ce qu'on a entendu du côté de l'atelier sur la refonte du service public hospitalier, ce n'est pas nécessairement un retrait ou un recul de la hiérarchie. C'est une transformation des rapports. Je pense que c'est important je crois que c'est important de le préciser, effectivement. C'est toute la question du rôle de la hiérarchie. Est-ce que la hiérarchie est en appui du travail ou est-ce qu'elle est là pour faire passer des consignes de gestion, tout simplement, et dans un seul sens, en fait, sans remonter les difficultés? C'est ça que tu voulais peut-être… Oui, exactement. Enfin, il y a deux choses. Il y a d'une part la hiérarchie de l'hôpital, les transformations des rapports qui ont pu se jouer à certains égards dans certains endroits, en tout cas là où il y a eu cette fameuse reprise en main du travail par les professionnels. On entend des expériences, moi j'ai recueilli des récits de professionnels qui disent très clairement ça a été l'occasion d'une transformation de nos rapports, y compris avec les cadres de santé et avec les chefs de service, parce qu'on s'est retrouvés tous ensemble à prendre en charge ensemble collectivement les problèmes du travail. Les problèmes du travail. Par contre, il y a un problème effectivement du côté du rapport à la hiérarchie administrative institutionnelle, notamment le rapport à l'ARS et au pouvoir public. Là, il y a quelque chose d'un gouffre qui s'est opéré
avec une certaine, disons, certaines considérations dans les hôpitaux où il y a eu une reprise en main, ou ailleurs, même pas simplement dans les hôpitaux, y compris dans les territoires où c'est des médecins libéraux qui ont pris des initiatives pour faire face à la crise, qui disent très clairement, on l'a fait à distance et parfois contre même les directives de l'ARS, qui d'une certaine manière a laissé faire les professionnels parce que c'est une manière, c'est la lecture qu'ils en ont, de se défausser de ses responsabilités et de se dire, s'il y a des problèmes, c'est vous les professionnels qui êtes en première ligne et qui gérez. Voilà. Et donc, il y a une très forte défiance à l'égard de l'institution. Mais ce n'est pas forcément la hiérarchie de proximité, ce n'est pas forcément non plus dans les hôpitaux, dans ce qui est rapporté, la hiérarchie simplement administrative de l'hôpital qui parfois s'est mise en lien au service des soignants. Donc, je pense que c'est une question de rapport, effectivement, entre le travail, entre les professionnels porteurs du travail de soins, en l'occurrence, et la hiérarchie qui encadre, en règle générale, l'activité, qui est dans la proximité. Il y a une problématique très claire au sein de l'hôpital en tant que tel de quelle place on donne aux soignants dans la gouvernance, clairement. Et des soignants du point de vue des collectifs de soins, dans lesquels il peut y avoir aussi des contradictions entre les différents personnels. Donc ça fait aussi partie des choses à travailler. Mais ça se débat. Exactement. Oui. Cécilia, tu voulais dire un mot, et puis après, on redonnera la parole à Laurence pour son intervention. Oui, tout à fait. Mais j'allais tout à fait dire la même chose que Julien. C'est important de le préciser, qu'effectivement, ce n'est pas un retrait de la hiérarchie à l'hôpital. C'est un travail collectif. Et juste pour donner un exemple, j'ai eu en entretien un ancien chef de service d'un service de réanimation qui avait quitté l'hôpital parce qu'il n'en pouvait plus du fonctionnement de l'hôpital, de la crise dans laquelle se trouve l'hôpital. Et ils l'ont appelé, il est venu, il était ravi, il n'avait jamais travaillé comme ça. Et donc, il était en lien avec la cellule de crise et donc, c'est une autre implication, pas un retrait de la hiérarchie, mais une autre implication et c'est pouvoir faire aussi son travail correctement avec des administratifs qui étaient tout à fait aussi engagés. Mais comme le dit Julien, qui était au service des soignants, ce qui n'est pas tout à fait leur posture, je dirais, habituelle. Non, mais voilà. Ok. Laurence, je reviens vers vous. Vous nous reparlez on peut peut-être partir maintenant sur la question du télétravail, puisque je disais en introduction, c'est quand même l'un des faits marquants de cette crise, c'est qu'il y a 25% des salariés qui ont télétravaillé, alors évidemment pour ceux qui le peuvent, alors qu'il y avait quand même une certaine réticence des entreprises à passer par cette possibilité de travailler à domicile, mais en même temps, les limites du télétravail sont aussi les limites du travail. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes dans le travail, on va les retrouver en télétravail. Et donc, je pense que ça mérite un minimum là aussi, un regard ergonomique et un peu, pas philosophique, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ce télétravail? Laurence, 5 minutes. Oui, donc effectivement, le télétravail, d'abord, a été mis en place dans l'urgence, puis ensuite plus ou moins organisé, plus ou moins concerté. En tous les cas, c'est un phénomène qui est maintenant massif et qui massif par l'ampleur du nombre de salariés qui télétravaillent, mais aussi massif par la durée du temps de travail en télétravail. Et ça, ça interroge. Et ce qui interroge également, c'est le fait que, comme tu le dis, François, il y a eu un avant et un après. Avant la crise, le télétravail était quand même très, très réduit, avec des réticences du point de vue de l'encadrement. Ce qui était impossible avant la crise est devenu maintenant déployé massivement après la crise. Ça, c'était, je dirais, le premier confinement et puis le début du déconfinement. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a comme un retournement qui pose question. Les salariés ne sont plus aussi unanimes à plébisciter le télétravail, donc sont quand même des voix résistantes à cette forme de télétravail massive. Est-ce que le télétravail est si avantageux que cela pour les salariés? On a vu quand même une hyperactivité
liées au télétravail, une charge de travail importante, la dimension cognitive aussi très, très fortement mobilisée, des inégalités aussi, hein, un renforcement des inégalités avec cette modalité de travail. Inégalité de genre notamment. Exactement, hein, et puis on pourra y revenir plus dans le détail, et puis aussi un éloignement des IRP, des institutions représentatives du personnel, qui ont par moment fragilisé les salariés. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a comme un retournement. Les directions, elles, ont comme pris en main le télétravail, avec un contrôle à distance qui a pu se mettre en place quand même dans plusieurs entreprises, hein, et un nombre important d'entreprises, une fragmentation des collectifs et puis une réduction aussi des espaces communs, des espaces collectifs. Et donc, au cœur des questions posées par le télétravail, il y en a une moi, que je voulais aborder, c'est comment rester en lien avec son collectif de travail, comment travailler ensemble dans des coopérations qui sont sans doute à réinventer en télétravail. Et je fais un petit détour pour essayer de penser cette question du collectif par la distinction que fait Yves Clos entre le travail collectif et le collectif de travail, qui est fondamental, deux choses très différentes. Le collectif de travail, c'est bien le travail de coordination des encadrants, coordination des projets, des actions. C'est regarder du point de vue de la tâche, comme disent les ergonomes, c'est-à-dire du point de vue de ce qu'il faut faire, de ce qu'il convient de faire, des consignes, etc. Et pas du tout du point de vue de l'activité, de ce que ça me demande de faire. Et de ce point de vue-là, au fil du temps, on a vu que du point de vue de ce travail collectif organisé par le management, et qui a toute sa légitimité, hein, eh bien, on a une réaffirmation du pouvoir d'organisation de l'encadrement. Et puis, à côté de ça, on a quand même des collectifs de travail très malmenés. Le collectif de travail renvoie à l'idée qu'il y a une histoire commune fondée sur de la discussion, de la délibération, sur les difficultés du travail concret, et qui fabrique une mémoire collective et qui fait autorité dans le métier et qui fait aussi sens dans les gestes professionnels et dans les postures professionnelles des uns et des autres. On voit que le télétravail, concrètement, s'est mis en place avec la multiplication des réunions en visio, comme un peu celle qu'on fait là, hein, des réunions en visio. La réunion est animée par la hiérarchie. Non. En l'occurrence, là, non. Il y a beaucoup d'inhibition, il y a de la monopolisation de la parole, de l'évaluation un peu en permanence. Et puis, la place du non-verbal est difficile à appréhender. Les indices corporels sont totalement absents. Parfois même, on ne voit même pas les gens, évidemment, pour des problèmes de connexion, etc. Donc, personne ne s'aventure à essayer d'exprimer une pensée un peu fine sur le travail, sur l'activité, dans une visio qui est très formatée, très formalisée, avec des échanges contraints, de courte durée, etc. Et donc voilà, la question c'est comment construire un collectif de travail à distance. Donc, quand on a perdu, moi ce qui me semble fondamental, c'est la question des échanges informels. Alors, dans les entreprises, les échanges informels étaient déjà réduits par la rationalisation du travail, la chasse au temps mort, etc. Mais là, le télétravail accentue la réduction des échanges informels dans lesquels chacun apprend des éléments importants sur l'activité, même sur la vie de son collègue, et qui sont des éléments extrêmement utiles pour coopérer par la suite. Et puis, dans le travail à distance, c'est impossible de discuter dans le vif de l'activité, dans le travail en train de se dérouler, de se dire des choses, d'ajuster en situation réelle, et voire même de s'empoigner sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc, c'est assez compliqué, c'est impossible.
Et ce travail à distance, piloté par la tâche, finalement, conduit, il y a un risque important de déshumanisation du travail, car finalement, une connexion, ce n'est pas un lien, et puis une image, ce n'est pas un visage. Et on a besoin de cette relation physique à l'autre pour travailler et pour coopérer. Et l'importance des coopérations, les coopérations sont importantes dans l'activité de travail réelle et concrète des salariés, parce que ça renvoie à la construction d'une identité professionnelle collective, identité qui était déjà malmenée avant la crise, mais là qui est accentuée. Alors l'enjeu, c'est effectivement comment reprendre la main sur la situation. Ce que je dis en 5 minutes ne vise pas à évidemment jeter à la poubelle le télétravail. On a tous aussi pu, les uns et les autres, apprécier de télétravailler à certains moments, d'avoir du temps pour reprendre la réflexion sur certains projets, d'avoir aussi une reprise en main de la capacité à organiser sa journée, son temps de travail, sans être dérangé, sans être sollicité en permanence. Donc voilà, ce que je dis ne vise pas à décrédibiliser le télétravail, mais enfin à identifier quand même quelques sujets de préoccupation. Et l'enjeu, c'est effectivement comment reprendre la main et comment aussi faire de cette période une expérimentation sociale. Une expérimentation sociale avec une organisation qui se cherche et qui doit mobiliser les salariés et notamment les représentants du personnel dans un retour d'expérience de cette organisation sur ce que ça permet, ce que ça ne permet pas, pour capitaliser de ces expériences qui reposent sur les savoir-faire des salariés. Bon. On arrête, disons c'est brutal. Après, il me dit qu'il n'est pas… Ah, là, vous avez le contre-exemple. Non, parce que tu as parlé largement plus de 5 minutes, c'est pour ça. Bon, voilà, est-ce que… Moi, je vois des gens qui… managérial, souvent ça, hein, Ah ouais, tout à fait. Vous avez tant de temps voilà. Et voilà. On est d'accord. J'avais 2 personnes là, qui ont dit des choses. Je vois Sylvie de Jésus, la crise a été l'occasion d'expérimenter des modes de management coopératif dans les EHPAD. Est-ce que vous voulez en dire plus en venant sur scène? Donc, j'ai la possibilité de vous faire intervenir. Là, c'est le pouvoir, là, vraiment. Est-ce que vous seriez d'accord si on vous voit invité sur scène pour raconter des choses? Voilà, je me mets sur scène. Est-ce qu'on vous voit là? Bon, ça c'est pas l'air évident. Elle est peut-être plus là, Sylvie de Jésus. Invité en attente. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Cédric, je sais pas si tu peux faire quelque chose de là où tu es. Invité en attente, elle peut pas être… Bon. Sylvie de Jésus, vous êtes là? Non? Non, ça ne marche pas. Si, là voilà. Bonjour, bienvenue. Là maintenant, on vous voit, vous êtes à l'antenne, comme on dit à la télé. Donc, racontez-nous ce que vous aviez envie de dire par rapport aux EHPAD en 2 minutes. Alors, en 2 minutes? Oui. Je suis un peu directif, comme dirait Laurence. À travers de ce que j'ai pu entendre et puis aussi de ma pratique, hein, sur le management coopératif, en fait, il y a plusieurs ingrédients qui ont été expérimentés. Je pense qu'on peut tirer des enseignements de ça. Il y a effectivement la mise en place d'espaces sur les travails qui ont lieu. Ils ont retrouvé de l'espace pour pouvoir échanger, en fait. Mais, malgré la compression du temps avec la crise, ils ont pu retrouver ces espaces-là. Ces espaces, en fait, ils étaient aussi cadrés, en fait. C'est ça qui a marché, cadrés dans le temps qui était donné, et puis cadrés aussi dans les modalités et les objectifs, il me semble. Des ajustements aussi qui sont faits au contexte en permanence, où ils ont ajusté en permanence leur mode d'organisation. Et ça, je pense que ça a contribué aussi à ce que les salariés se sentent entendus, et aussi pour que les modes d'organisation soient adaptés au plus juste du besoin, en fait. Et puis après, j'ai noté d'autres ingrédients, moi, dans le mode de management coopératif, qui est à la fois le fait qu'il y avait un objet commun pour coopérer. La crise, en fait, ça a été l'occasion de se dire, voilà, on s'est recentré sur un objectif commun qui était la lutte, en fait, du Covid.
Donc effectivement, ça clarifie l'objectif commun. C'est plus simple, c'est ça que vous voulez dire. Oui, ça simplifie en fait. Ce que disent les professionnels, c'est que la période, elle a permis aussi de se remettre sur l'essentiel et de se remettre sur l'activité de travail en fait. Et puis du côté des directions, on voit aussi que ça a permis un peu plus de collégialité sur l'orientation, en fait, une direction plus claire, des moyens pour y aller, et puis à la fois aussi une co-construction de règles avec les salariés sur comment y aller, et aussi du coup le fait que ces règles soient co-construites, un respect aussi de ces règles du côté des salariés, ça va de pair en fait. Voilà. Et puis du côté des salariés, j'ai entendu aussi beaucoup, on s'est mieux reconnu entre les uns et les autres dans l'intermétier. Et puis aussi, on se fait plus confiance d'une certaine façon. Donc voilà, il y a plein d'ingrédients comme ça. Il me semble qu'on aura à tirer des enseignements de ces expérimentations parce qu'elles peuvent préparer des nouveaux modes d'organisation, tout simplement. Merci de ce témoignage. Je vois aussi que Laurent Mailleux avait fait une intervention qui peut être intéressante. On va revenir sur le télétravail. Si vous voulez en dire un mot en direct, je vous fais inviter sur scène. Il faut que vous acceptiez l'invitation et que vous puissiez parler. Je redis les consignes que m'a donné Cédric Fuentes, qui n'apparaît pas à l'écran, mais qui nous surveille. Il faut accepter l'invitation. Donc, Laurent Mailleux, maintenant, on voit qu'il se prépare. C'est bien foutu quand même. Sur le télétravail, vous avez tous sa remarque sur le côté. Est-ce que Laurent, il est là? Oui, le voilà. Bonjour, Laurent Mailleux. Bonjour. Oui, c'était une petite réaction au terme expérimentation de la période. On n'était pas vraiment avec le télétravail imposé, obligé, dans un mode d'expérimentation parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement. C'était, on a plutôt, pour l'instant, peut-être soi-même appris au fil de l'eau sans vraiment qu'on puisse en tirer à l'échelle des organisations les enseignements. Donc, on a beaucoup encouragé les équipes syndicales à travers ce qu'on a pu dire sur la nécessité de prendre du temps pour tirer des enseignements. J'ai pratiqué comme cela avec l'équipe des salariés et des chargés de mission à la CFDT cadre. Cette dimension du retour d'expérience, elle est inscrite dans le nouvel accord national interprofessionnel, mais sous le registre simplement de l'invitation, mais en disant que c'est utile. Voilà, donc c'est un premier pas. Sans doute que les démarches d'expérimentation dans la conduite du changement pourraient demain être un vrai objet de dialogue social. J'ai un vieux souvenir de vieux militants à la RATP où on avait un énorme protocole de conduite des actions de changement qui décrivait comment on s'organisait, on organisait le dialogue social et le dialogue professionnel. Et ça date, je veux dire, des années 90, même avant. Même avant, oui. Voilà, mais cette prise de conscience que le changement s'accompagne, se structure et qu'on y articule dialogue social, dialogue professionnel, on est, je pense, que peut-être à des prémices, même si c'est un sujet sur lequel l'ANACT et le réseau ANACT-ARACT produit beaucoup de choses. Ouais, j'en profite pour saluer Laurence à distance. Merci Laurent. Oui, bonjour Laurent. Alors, je vous propose qu'on écoute maintenant Lisa Ribaud, donc de la Fédération des mutuelles de France, qui va nous expliquer un peu, donc elle connaît bien les questions de santé au travail, elle y travaille, si je puis dire, et les questions notamment de prise en charge de la souffrance au travail, puisqu'il y a des mutuelles dédiées qui se sont créées. Lisa, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lisa Ribaud et j'interviens au titre de la Fédération des mutuelles de France dans ce débat. Peut-être avant de commencer, présenter rapidement la Fédération des mutuelles de France. Donc la Fédération des mutuelles de France, on est un acteur national de santé et de prévoyance qui est composé de 60 groupements mutualistes, 40 mutuelles complémentaires santé et prévoyance qui protègent 2 millions de personnes et 20 mutuelles qui gèrent 280 établissements sanitaires sociaux. Ça peut être des centres de santé par exemple, des EHPAD, ou des EHPAD. Notre fédération, elle est héritière de la Fédération nationale des mutuelles de travailleurs, qui était composée essentiellement de mutuelles d'entreprise, et elle est engagée de longue date dans le mouvement social, et elle promeut l'engagement de l'ensemble de la mutualité pour l'égalité et une protection sociale de haut niveau. Cette rapide présentation, c'est déjà un début de réponse à la question
question que peut-être vous se pose, que vient faire une mutuelle dans ce débat? Tant je pense que les mutuelles peuvent être aujourd'hui perçues comme institutionnalisées ou éloignées des réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui. Et pourtant, même en étant un peu décentré de ce débat, concernant l'organisation même du travail, ce qui nous anime aujourd'hui, l'organisation même du travail au sein de l'entreprise, les mutuelles, elles peuvent remplir plusieurs rôles pour agir, notamment en matière de santé au travail, qui impacte du coup fondamentalement les conditions de travail. Et donc, à ce stade du débat, je citerai trois missions principales, trois rôles principaux. Le premier rôle, c'est que les mutuelles, on est des collectifs d'organisation des travailleurs qui peuvent leur permettre d'agir sur leur santé et leur protection sociale. Le deuxième rôle, c'est que les mutuelles, elles peuvent agir au sein de l'entreprise afin d'améliorer les conditions de travail au travers d'actions de prévention et de sensibilisation, j'y reviendrai. Et enfin, les mutuelles, elles peuvent mener un travail indépendant d'enquête, mais surtout de propositions en matière de santé au travail et de protection sociale. Et je pense que ce dernier rôle, il est vraiment fondamental, notamment quand on analyse le traitement politique de l'épidémie, qui a rendu en fait visible la cécité dont sont frappés tant de responsables en matière de promotion de la santé, mais aussi la lenteur de ces derniers à prendre en compte les inégalités sociales et territoriales de santé dans la gestion de la pandémie et le lien entre les conditions de travail et l'état de santé. On y est déjà revenu, je vais passer rapidement. Mais du coup, les organisations mutualistes, elles essayent d'être un outil déjà de politisation des questions de santé. On parlait de politisation des questions du travail. Nous, notre objectif aussi, c'est de politiser les questions de santé. Et les mutuelles, et les mutuelles de France particulièrement, on essaye d'être un cadre d'intervention et d'action pour nos adhérents et pour les travailleurs et pour apporter des réponses aux besoins de santé qu'ils rencontrent et particulièrement aussi aux besoins de santé au travail. Donc nous, on a un peu identifié un peu trois leçons, si je reprends le titre du débat, trois axes un peu principaux d'intervention pour nos mutuelles dans ce contexte, mais pas que. En tout cas qui nous ont interrogés particulièrement. Le premier, c'est, et on y est revenu, mais ça fait le lien avec la santé, c'est de rendre acteurs les principaux concernés. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'en matière de santé, comme au travail d'ailleurs, les principaux concernés, et quand je dis les principaux concernés, je parle des travailleurs et des patients, ils sont bien souvent privés de parole. Et la notion de citoyenneté en santé, elle est largement ignorée. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la crise, les autorités sanitaires, où les décideurs politiques, ils sont pas sortis, et on a des exemples depuis le début de la crise, d'un comportement assez paternaliste et autoritaire, qu'on pouvait retrouver, si on prend un peu loin dans le temps, à l'époque de la tuberculose, avec des messages sanitaires, vous dites ce qui est bon pour vous, vous n'y connaissez rien de toute façon. Et ça fait écho d'ailleurs aux discussions qu'on a eues avec l'organisation du travail aujourd'hui, et notamment le fait que les premiers de corvée, qui ont habituellement peu le droit à la parole dans l'entreprise, même si la crise semble avoir redonné un peu d'horizontalité. Donc, ces premiers de corvée qui ont peu la parole dans l'entreprise, eh bien, on leur a demandé d'aller faire le boulot pour faire tourner la France et sans faire de vagues. Moi, je voudrais prendre juste un exemple qui me tient particulièrement à cœur. C'est la situation des travailleurs et du nettoyage, des travailleuses d'ailleurs, bien souvent, qui interviennent souvent dans des contextes de sous-traitance ou d'intérim. Ces travailleuses invisibles aux yeux de la société, déjà par les tâches qu'elles effectuent, soit tôt le matin, soit tard le soir, elles sont invisibles aussi au sein de leur entreprise, avec bien souvent l'impossibilité de s'organiser correctement. Et pour ces travailleuses, il y a très peu d'efforts qui ont été faits, notamment au début de la crise sanitaire, pour les informer des risques, leur donner le matériel nécessaire, faire en sorte qu'elles soient protégées. Et elles ont été d'ailleurs aussi, et ce travail-là a été très peu reconnu par la suite. Laurent Stéry a pu le dire pour d'autres catégories de salariés, c'est le cas pour elles, mais on pourrait faire le parallèle aussi avec les aides-soignantes. J'ai vu que dans le chat, c'était apparu le cas des aides-soignantes. Je pense que cette situation, elle est valable pour les aides-soignantes. Donc, le rôle des mutuelles là-dedans, c'est d'accompagner les travailleurs, notamment de leur redonner la parole, leur donner des outils pour agir. François Deriot prenait en introduction l'exemple d'une mutuelle qui est adhérente à la Fédération des mutuelles de France, qui s'appelle la Mutuelle Souffrance et Travail. C'est une mutuelle qui a été créée en 2006, qui s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire, composée de médecins, par exemple, de médecins du travail, aussi des psychologues spécialisés en santé au travail, et dont le projet social, c'est d'offrir à toute personne en profonde souffrance, dans l'exercice de son travail, un espace anonyme, confidentiel et indépendant pour l'aider à penser, à comprendre la situation et à reconquérir un pouvoir d'agir. Et ça, je pense que c'est important
à reprendre la main sur sa situation et elle a fait preuve de tout son intérêt pendant la période. La deuxième leçon, je vais aller très vite parce que je vois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. C'est ça. C'est le recul du collectif, mais je pense que c'est vraiment important et on l'a vu avec notamment le télétravail. On insiste à une individualisation et une fragmentation qui peuvent empêcher les travailleurs de se regrouper et de défendre leurs intérêts communs, on l'a dit. Et donc, les mutuelles, là-dedans, elles peuvent créer du collectif, mettre en place des actions de solidarité. Et pendant la crise, on a essayé d'éviter le chacun chez soi, en fait, et de faire en sorte que les personnes puissent quand même avoir des cas de collectivité dans ce contexte d'isolement très important. Et le dernier point, et je m'arrêterai là, c'est la troisième leçon, c'est vraiment la question de la prévention, et je pense que c'est très important. En France, l'épidémie, elle a fait apparaître d'une façon très crue la trop faible place laissée à la prévention. Et si la vague de recours au système de soins, notamment hospitalier, elle a menacé de se laisser déborder notamment par des ressources humaines et matériels assez faibles, c'est aussi parce que la prévention est à la peine et que cette faille du système de prévention, elle n'est pas sans rappeler sous certains angles le drame de l'amiante et qu'il a fallu que ce soit des collectifs de travailleurs qui se sont organisés, notamment à l'époque avec l'appui de la FMF, on n'était pas les seuls, pour faire émerger le problème, faire valoir leurs droits et organiser le travail pour se protéger contre l'amiante. Donc, ce qui me fait dire et rappeler l'importance de tous les dispositifs collectifs de santé solidaire, les dispositifs de santé au travail, ce que nous, on peut faire avec nos centres de santé, je pense que j'y reviendrai, ce qu'on peut faire au travers des contrats collectifs qu'on met en place pour les entreprises qui proposent des actions de prévention. Donc voilà, tout ça, ça nécessite et ça démontre bien la nécessité de repolitiser les choses, et notamment les questions de santé, de créer du collectif et de faire vivre ce collectif pour se protéger tous et surtout reprendre les choses en main. Parce que c'est en s'intéressant aux questions de santé, on change nécessairement le travail et inversement. Voilà. Merci Lisa. Je dirais juste que Santé et Travail, le magazine que j'ai l'honneur de diriger, est produit justement par les mutuelles, dont la Fédération des mutuelles de France. Alors, dans les questions que je vois sur le côté maintenant, non pas dans le chat, mais dans les questions, j'ai M. Massi Pepeloni qui pose une question autour de l'obligation de sécurité de résultats. Je vais vous faire venir sur scène pour qu'on vous voit, monsieur. Est-ce que… Là, je n'ai pas la possibilité, c'est bizarre ça. Je l'ai que sur le chat. Bon, désolé. Alors, comme vous avez chatté tout à l'heure, si je vais sur le chat, est-ce que je vous retrouve? Voilà. Ça va le faire peut-être. Voilà, invité sur scène. Alors, il faut que vous acceptiez l'invitation, si vous êtes toujours là. Et ensuite, vous vous préparez. Voilà, c'est un peu long, je suis désolé, il y a un peu d'attente. Voilà, bonjour. Ah, bonjour. Avec mon arbre de Noël. Allez-y, on vous voit, non, bien. En fait, je voulais dire, comme Lisa disait, il faut renforcer le collectif, etc. Et qu'il faut les retourner aux politiques. Il faut surtout retourner aux politiques du point de vue justement du contrôle de ce qui se passe dans les entreprises. Avec l'inspection du travail, c'est ça? Pardon? Avec l'inspection du travail, c'était ça que vous disiez? Oui, notamment avec l'inspection du travail, mais pas seulement, les syndicats, évidemment, et les élus du personnel. Aujourd'hui, politiquement, on a réduit, on vient de faire disparaître les CHSCT. C'est pas rien. Les CHSCT ont disparu par la fusion de 3 instances représentatives les 2 dernières années de transition, c'est-à-dire en 2018 et 2019. On a créé ce qu'on appelle les comités socio-économiques dans les entreprises. Les CSE, oui. Voilà, les fameux CSE. Alors, les CSE, clairement, même s'ils ont les pouvoirs hérités du CHSCT, des délégués du personnel et des comités d'entreprise auparavant, sont débordés par l'actualité et non pas, en réalité, même s'ils ont les moyens sur le papier, ils n'ont pas les moyens sur la carte parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils ont de toute façon perdu des moyens. Des salariés. Oui. Ils ont perdu des moyens, de toute façon. Ils ont perdu clairement des moyens. Ça, c'est une des choses. Et l'autre chose, c'est l'inspection du travail. Il n'y a que 2000 inspecteurs du travail en France. 200 de moins par rapport à il y a quelques années, ils ont encore réduit de 200. Tous les contrôleurs du travail, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient des entreprises de moins de 50 salariés, sont devenus inspecteurs, mais tous les inspecteurs, les 2000 en question,
sur je ne sais plus à combien de centaines de milliers d'entreprises en France, devraient pouvoir participer, soi-disant, à une réunion CHSCT tous les 3 mois, par exemple, dans les entreprises. Comment voulez-vous qu'ils fassent? C'est absolument impossible. Ils ont chacun entre 300 et 500 entreprises à gérer chaque année, à suivre. C'est absolument impossible qu'ils interviennent dans toutes. Et en plus, ils n'ont plus l'autonomie de décision. C'est-à-dire que s'ils veulent faire un procès verbal d'infraction à une des règles fondamentales, justement, de protection de la santé des salariés, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils doivent attendre la validation par leur directeur d'unité ou directeur régional maintenant, parce que l'inspecteur du travail a perdu en autonomie et en pouvoir de décision. Donc, ok, voyez, on va vous répondre à ces 2 questions. D'accord. Ouais. Alors, sur les, je sais que sur moi j'ai un retour son, c'est désagréable. Voilà. Là, je fais disparaître. Est-ce que vous m'entendez là toujours? Oui. Julien, est-ce que vous voulez intervenir? Je sais par rapport à la question de la disparition du CHSCT. Vous aviez des choses à dire. Et puis peut-être Laurent sur l'inspection du travail, parce que c'était votre précédent métier avant d'être directeur de la RACT Hauts-de-France. Julien. Oui, ce qui vient d'être dit est extrêmement important. Effectivement, les évolutions des institutions représentatives du personnel sont traduites par un affaiblissement considérable des moyens. C'est un vrai problème de fond. C'est un vrai problème de fond parce que par rapport aux enjeux qu'on soulevait tout à l'heure sur les questions du travail réel, la question du travail réel qui est à intégrer vraiment comme une question fondamentale et qui est à penser, qui est à prendre en compte dans le cadre d'une réflexion sur les changements d'organisation du travail. On ne peut pas en rester simplement à l'idée que l'association des travailleurs, c'est l'association classique, modale d'autrefois, me semble-t-il, notamment autour de l'idée qu'il suffirait par exemple d'une codétermination à l'allemande avec un conseil d'administration où on renforcerait simplement la présence des travailleurs pour que les choses puissent aller dans le sens d'une prise en compte de ces questions-là. On sait d'expérience que dans les entreprises, les conseils d'administration, les représentants, y compris syndicaux au sein des conseils d'administration, sont très souvent très éloignés des questions du travail. Voilà. Donc, on ne peut pas en rester à ce type de réflexion. Je ne dis pas que c'est inintéressant, mais c'est très insuffisant par rapport aux enjeux dont on parle. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la disparition des CHSCT, même si les CHSCT, ce n'était pas non plus… la panacée. La panacée, hein, ça a consisté quand même à supprimer un moyen qui était tourné vers au moins la compréhension ou le suivi du travail réel. En plus, c'était aussi un moyen de contrôler effectivement l'application par l'employeur d'un certain nombre de dispositions légales, d'obligations légales, et de faire le lien avec l'inspection du travail, dont effectivement les moyens ont été considérablement réduits ces dernières années. Donc il y a un enjeu à repenser, je pense, la question des organisations, en essayant de considérer que fondamentalement, c'est la place des travailleurs qui est à interroger pour prendre en compte le point de vue du travail, pas simplement des travailleurs, du point de vue des questions d'emploi, etc., mais du point de vue du travail dans ce qui se joue dans les organisations. Alors ça, c'est totalement impensé aujourd'hui, c'est un enjeu, je crois, et c'est y compris un enjeu… D'où un enjeu politique. Un enjeu politique. On a aussi intérêt, je pense, à mener des enquêtes de fond sur comment fonctionnent les CSE aujourd'hui et quels sont les problèmes auxquels ils se heurtent. Est-ce que ça conforte les hypothèses qu'on avait posées au moment de la disparition du CHSCT quand on s'en indignait et on s'en inquiétait? Est-ce qu'il y a des cas où il y a eu des modes de transformation positive? J'en sais rien, mais en tout cas, ça suppose c'est une vraie question qui viennent alimenter une réflexion qui est à reprendre, je pense, entre organisations syndicales, organisations politiques, à gauche notamment, et organisations associatives, mouvements sociaux, etc., sur comment est-ce qu'on peut penser la démocratie, quelle place on donne aux travailleurs dans des formes renouvelées d'organisation qui permettent, y compris un suivi, une représentation au plus près des questions de travail, une prise en compte dans les enjeux de gestion. Laurence. Et puis, il y a un autre point, c'est… Très vite, Julien. On a un problème de langage dans les entreprises, très clairement. C'était très clair dans les hôpitaux, il y a beaucoup de… il y a cette idée aujourd'hui, on nous parle de démocratie, d'amélioration de la démocratie avec le CSE. C'est évidemment pas le cas. Il y a un problème aussi de langage. La gouvernance, c'est pas la prise en compte de ces questions, c'est pas l'association de tout le monde. Donc il y a quelque chose ici là qui est à… Je suis obligé de t'arrêter, Julien, parce qu'il est déjà 44. Je le dis parce qu'à l'hôpital, ça a été quand même une question extrêmement forte mise en avant. Laurence, sur l'inspection. Alors, sur l'inspection, peut-être sur ce point-là aussi. Ouais, si il est 45, mais vas-y. Donc, moi, je partage sur la réduction des moyens
des représentants du personnel, en nombre de représentants du personnel, en heures de délégation, etc. Et évidemment que si on s'en tient au minimum légal, c'est un recul manifeste des possibilités d'action des organisations syndicales et des représentants du personnel. Cependant, il y a quand même des opportunités à saisir, notamment en matière de négociation, pour augmenter ces moyens, augmenter le périmètre du CSE, du CHS, de la commission santé, sécurité, conditions de travail. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont maintenu, indépendamment du seuil de 300 salariés, cette commission santé, sécurité, conditions de travail. Il y a la possibilité aussi de travailler avec des représentants de proximité qui sont aussi en nombre potentiellement important. Donc, il y a un enjeu de négociation pour ne pas en arriver au minimum légal qui est vraiment très en dessous de ce qu'on avait connu, même si c'était déjà pas suffisant. Et je pense que là, les organisations syndicales ont vraiment à se saisir de cette opportunité pour négocier. Oui, mais tu es d'accord, Laurence, que pour négocier, il faut être deux quand même, au moins. Je suis d'accord. On est encore dans une culture de dialogue social très déséquilibrée, on va dire, et défensive. Défensive, voilà. Donc, néanmoins, il y a un enjeu aussi à ce que les organes syndicales négocient sur leurs moyens, même si c'est compliqué, quoi. Il y a des arguments, il y a des… enfin, en tout cas, je pense que c'est pas totalement négatif sur tous les points. Et sur l'inspection du travail, c'est sûr qu'on est dans un contexte de raréfication de l'inspecteur du travail dans les entreprises. C'est ça surtout, c'est raréfication sur le terrain. Voilà, raréfication sur le terrain. Et de ce point de vue-là, les agents de contrôle privilégient toujours les plaintes émanant des organisations syndicales et des représentants du personnel par rapport aux plaintes du salarié lambda, précisément pour s'appuyer sur les instances et sur la représentativité, la représentation du personnel pour donner plus de place à l'effectivité du droit et pour que les règles s'appliquent voilà, comme elles doivent le faire. Donc, je pense que même si l'inspecteur est difficile à atteindre, il est de toute façon hypersensible aux remontées des organisations syndicales. Et c'est ça, dans la gestion de ses priorités, qui est voilà, qui va faire le poids. Hein. C'est que si vous venez avec votre mandat, l'écoute est décuplée. Parce qu'il peut s'appuyer sur vous ensuite sur un collectif, oui, comme relais pour faire entendre la mise en place du droit du travail d'un point de vue collectif. Alors, je vois une dernière question, et puis après, je pense qu'on sera obligé de s'arrêter, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Quid de l'impact psychosocial de la crise sur les salariés et sur le travail? Je pense qu'on y a déjà un peu répondu, mais est-ce que vous voulez préciser? C'est important, hein. Ça, c'est assez important. Hein. On voit enfin voilà, il y a vraiment des indicateurs assez alarmants sur les difficultés à faire face dans l'isolement. Ça rejoint la question de l'éclatement collectif, hein. Les difficultés à faire face dans l'isolement, les difficultés à se retrouver face à un employeur qui va profiter de la situation. On a vu par exemple dans l'appui qu'on a pu faire à certaines entreprises, des organisations, des employeurs qui profitaient du télétravail et de la distance avec le CSE pour proposer des ruptures conventionnelles individuelles mais massives, donc pour se soustraire aux obligations des PSE. Donc il y a l'isolement est vraiment source de difficultés majeures, décuplées avec le climat anxiogène de la maladie, la peur des salariés pour eux-mêmes et pour leurs proches quand ils vont travailler. On l'a vu beaucoup avec l'activité de commerce, où les artisans ont été confrontés à des salariés qui avaient peur de revenir travailler, d'où la nécessité de co-construire la prévention, de co-construire les règles et la prévention pour sécuriser et les salariés et aussi de cela les clients.
Merci Laurence. Alors, un mot de la fin à Cécilia et à Lisa, qu'on a moins entendu que les deux autres intervenants. Cécilia, maintenant on a même plaisir de te voir. Je crois que tu as retrouvé une connexion et le sourire. Ça se voit. Un mot de la fin. Et Lisa, pareil. Et puis après, on arrêtera parce qu'il est déjà 12h49. On a dépassé largement le temps imparti. Oui, moi je voudrais juste dire par rapport au télétravail que… Parle un peu plus fort. Dans l'étude qu'on a menée à l'hôpital, il y a des personnes, effectivement, la plupart des administratifs ont été mis en télétravail, mais ils ne voulaient pas être en télétravail parce qu'ils se sentaient hors du jeu. Or, il se jouait quand même quelque chose de très important à l'hôpital. Donc, cette question du télétravail est très intéressante, effectivement, à creuser. Et c'était du télétravail imposé, ce qui est très différent d'un télétravail choisi. Donc, oui, je pense que c'est intéressant de tous ces apprentissages qu'on peut avoir du télétravail, mais en restant avec cette notion du télétravail choisi et la notion de contrôle aussi derrière, qui dans beaucoup d'entreprises, elle est apparue avec tout un tas de petits outils. Et puis, une dernière chose, c'est la confiance aussi. Je pense que le télétravail, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, sauf que justement, la hiérarchie ne faisait pas confiance aux salariés. Et là, certains managers, on peut entendre, qui disent qu'ils sont surpris de voir que les gens travaillent alors qu'ils sont chez eux. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant, la confiance. Voilà. Merci. Merci. Lisa, ça sera le mot de la fin, puis après, je conclurai rapidement. Et si vous avez… Allez-y, oui. Alors, je ne sais pas si c'était… Peut-être, je ne suis pas revenue dans mon intervention, mais toujours pour rester sur les questions de santé, et je pense qu'ils font le lien avec le travail et qui peuvent peut-être tous nous interpeller collectivement. On en a un petit peu parlé juste là. C'est le fait que la crise actuelle, elle montre quand même un impact très fort sur la santé mentale. Et nous, on a des indicateurs quand même qui sont assez inquiétants. J'en vais juste en donner deux et pour poursuivre les réflexions chacun de notre côté et puis les poursuivre ensemble certainement plus tard. C'est que déjà, nous, on a constaté que les consultations pour demande de soins, stress, troubles anxieux ou dépressifs, ce sont les seules consultations pour d'autres motifs que le coronavirus qui ont augmenté pendant la période de confinement, pour près de plus de la moitié des médecins généralistes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que on a constaté qu'il y avait une consommation d'hypnotiques et un dégrément d'anxiolytiques qui ont augmenté également de manière très importante à l'issue immédiate de la période de confinement. Et on sent aussi, donc là, on n'a pas d'indicateur, mais c'est plutôt un ressenti que la période à nouveau d'isolement et de confinement, elle use très fortement les salariés et que je pense qu'on devra tous avoir collectivement une attention particulière à ces problématiques de santé. Eh bien, merci Lisa Ribot. Écoutez, je pense qu'on peut arrêter cette conférence. Je remercie les 4 intervenants, Laurence Théry, Julien Luçon, Cécilia de la Garza et Lisa Ribot. Et puis moi, je vous remercie tous de votre participation. C'était assez intéressant. Ça sera à renouveler. Et je vous souhaite un bon après-midi et une bonne manifestation pour ceux qui vont aller manifester pour la marche des libertés, ce qui va être mon cas. Je vais aller filer prendre mon RER pour me rendre à la manif où je vais retrouver certains d'entre vous, je crois. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes journées de l'économie autrement. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. À cette conférence et on se retrouve cet après-midi. Merci Cédric. Au revoir. Au revoir.